Nous sommes toujours sur le site touristique des Bogo et précisément sur le fleuve Nyon qui nous accueille en ce moment même dans une pirogue sous la mangrove pour vous présenter notre invité de la rubrique Success Story. Eh bien, parce que c'est un homme de culture, décidé à faire valoir toutes nos traditions et promouvoir les langues africaines, nous sommes donc venus ici pour introduire notre invité, le professeur Charles Binam Bikoy, qui nous a fait l'honneur de nous retracer sa trajectoire exceptionnelle, nous raconter avec force, détail et illustration tout le parcours qui caractérise sa riche et dense carrière. Voici une personnalité fortement inspirante, au caractère bien trempé, puisqu'il est souvent dans la contestation utile. Le professeur Charles Binam Bikoy, invité Success Story de cette édition de carrière. Suivez attentivement. Je suis Charles Binam Bikoy, fils de Bikoy Binam Barthélemy et de Ngonjiki Marie-Madeleine. Ce que je devrais signaler ici, c'est que j'ai des parents multiculturels, dont je suis un Camerounais de race Bassa, africain de Cameroun, né il y a un peu plus de 65 ans. La seule valeur que j'ai retenue de ma longue expérience et de ce qui fut mon enfance et de ce qui fut, je crois, le chemin de mon éducation et de ma formation à la vie, c'est le respect de l'homme en tout. Respecter l'homme. S'aimer tel qu'on s'est découvert en ouvrant les yeux sur son propre être, parce qu'on s'aime. Aimez ceux qui vous ont donné de pouvoir vous regarder comme homme et de vous aimer et de donner en partage cet amour aussi longtemps qu'il y a des hommes sur votre chemin. Je ne me rappelle pas beaucoup d'anecdotes, mais je me rappelle au moins un ou deux visages familiers. Mon grand-père, qui a été lui-même un grand initié dans les traditions africaines, mais qui a à un moment délaissé par l'appel du destin les traditions auxquelles il avait été initié pour embrasser ce qu'on a appelé à l'époque les civilisations nouvelles, n'est-ce pas? Il y a à côté de lui une dame, c'est la deuxième figure, qui a été son épouse. Eh bien cette dame, vous aimez les anecdotes, paraît-il, qui m'a surpris un jour alors que je me trouvais être élève au cours moyen 1. J'avais 9 ou 10 ans. Et cette dame, un soir, elle me dit, tu sais, tu vas être mon maître. Je dis, comment ça, je vais être ton maître? Elle me dit, oui. Elle avait un commerce de beignets. Elle m'a donc dit, désormais, tu auras un beignet tout spécial chaque fois que je ferai les beignets. Je dis, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je serai ton maître. Pourquoi? Elle me dit non. Quand tu rentres de l'école, tu dois m'apprendre à lire et à écrire. À l'époque, je crois que ma grand-mère avait 55 ans. Elle a appris à lire et à écrire à cet âge-là. Son problème était de pouvoir faire elle-même ses calculs, sa comptabilité. Et donc, quand elle a maîtrisé la lecture, les rudiments de lecture, le calcul, c'était assez pour elle et de toute façon j'étais assez grand pour partir sur les chemins du collège. Je suis né à Otélé, j'ai grandi à Otélé pour les premières années de ma vie. J'y ai fait mon école primaire, à l'école primaire Saint-Pédis d'Otélé, que je quitterai à l'âge de 11 ans dans un mouvement de révolte devant l'injustice que le directeur de l'école avait appliquée à un de mes camarades pour se venger d'un des moniteurs de l'école qui me prenait en particulière affection. Protester, décider de
de soutenir mon camarade puni injustement par le directeur de l'école. Évidemment, ça aboutit sur un clash où on a bloqué un samedi matin toute l'école à cause de moi, parce que j'avais dit que personne n'entrerait plus en salle de classe si mon camarade n'était pas dans la classe. Mon cycle secondaire commence à Liberman, théoriquement, mais très rapidement, j'avais une sorte d'appétence pour la soutane, pour ces hommes qui m'avaient entouré toute ma vie, n'est-ce pas, les prêtres, les frères et tout. Et c'est comme ça que j'ai été admis au petit séminaire de Bonipopa sans concours. Mais là aussi, ça se terminera pas très bien, parce que en classe de 3e, j'entre en rébellion avec la manière dont les choses se passent à ce moment-là au séminaire. Et un beau jour, pendant que je suis à Douala, et après mes visites ophtalmo, je fais un tour à Liberman et je demande au préfet des études à l'époque s'il est possible que dès la fin de ma classe de 3e, je rentre au collège Liberman en seconde. Évidemment, on a accepté, mais ils ont écrit au séminaire. Et donc, j'ai bénéficié de ces circonstances atténuantes qui font que j'ai pu terminer mon année, présenter le BEPC, et c'est comme ça que je reprendrai donc à la rentrée le chemin de Liberman pour des études d'initiation aux sciences économiques et sociales, hein, ce qu'on appelait la série B. À la fin de ma classe de première, alors il va encore se passer quelque chose. Cette fois, c'est pas une révolte. À la fin de ma première, je passe le probatoire à l'IT parce que j'avais fait un accident très grave à l'internat du collège où j'ai dû être immobilisé pendant les 3 derniers mois de l'année de première. Je bénéficiais à la fois de l'affection et de la sollicitude des pères qui avaient décidé de déplacer les classes, leurs classes dans l'infirmerie du collège où j'étais retenu pour que je puisse bénéficier des cours, n'est-ce pas, même temps que mes camarades de certains cours. À la fin de cet exercice-là, quelque chose se passe. Je me dis, mais à l'université, je ne veux pas du tout être économiste. Je vais faire des choses qui m'intéressent plus. Je pensais déjà à l'anthropologie, et je pensais à la philosophie. Et donc, à la rentrée, je pose le problème. Mais j'ai été mal entendu, parce que les pères estimaient que c'était de la folie, notamment le père Gély, qui était le préfet des études. Il dit, mais vous pouvez pas, mon garçon, vous pouvez pas. Vous avez fait un probatoire B, le collège Liberman n'a pas de série A. Donc vous terminez vos études, vous préparez le probatoire, et puis vous êtes le meilleur. Vous n'allez pas rater votre année de baccalauréat. Puis je vais voir le recteur de l'époque, et je lui soumets le problème. Il dit, mais le préfet a raison. Il te faut rattraper ceci, il te faut rattraper cela. Comment tu vas faire? Je dis, mais moi je vais le faire. Je vais le faire. Alors il dit, bon, on va peut-être trouver une solution. Liberman travaille beaucoup avec le collège Chevreul. Et à Chevreul, ils ont une terminale A. Et donc, à la rentrée du second trimestre, cette année-là, je suis inscrit à Chevreul. Je reste en fait élève de Liberman, mais inscrit à Chevreul pour prendre des cours de latin et pour prendre des cours renforcés de français, n'est-ce pas, et des cours de philosophie. Mais à Liberman, ils organisent pour moi un rattrapage. Il me fallait une deuxième langue vivante. Alors il y a un prêtre, le père Luc-Antoine Boumard, et je vais le voir, je lui dis, mon père, j'ai un problème, il me faut une deuxième langue vivante et ça ne peut être que l'allemand. Il dit, oui, bon, mais on va organiser ça. Donc
J'ai pris des cours d'allemand, 1 heure d'allemand tous les jours. Avec ce prêtre-là, on trouvait le temps. Et j'ai donc pu préparer dans ces conditions-là mon baccalauréat. Retenez-vous tranquille, j'ai eu 14 en allemand. Ouais, et en même temps que j'avais la première note de dissertation française au baccalauréat de tout le territoire à l'époque, avec le prix de l'ambassadeur de France au Cameroun et de la première note de philosophie au baccalauréat aussi. J'ai choisi de faire mes études au Cameroun dès la sortie du collège. Je suis fier donc d'avoir préparé ici une licence S-Lettres, puis après un diplôme d'études supérieures de lettres. Et puis après, je m'intéresse à des tas d'autres choses et c'est cela qui fera que au niveau de Bordeaux, je vais faire un DEA d'anthropologie en même temps qu'un DEA d'études de littérature comparée, n'est-ce pas? Et puis, je ferai quand même un doctorat de 3e cycle à l'université de Bordeaux 3, mais sur des sujets tout à fait africains. Le seul titre dont je me souvienne, c'est Les Contes du Cameroun. Le tout premier manuel jamais inscrit dans les programmes d'éducation en Afrique et réalisé par des Africains. Mais il avait été précédé de 2 autres ouvrages, Les Contes du Pays des Rivières, n'est-ce pas, et puis Contes du Cameroun, pas les, mais Contes du Cameroun, publiés tous les deux aux éditions du Conseil international de la langue française à Paris, dès les années 74 et 74-75. Et puis, je reprendrai un certain nombre des textes de ces 2 ouvrages pour faire préparer donc l'ouvrage destiné à être un manuel d'enseignement de la culture africaine, les contes du Cameroun. Et il y a une anecdote ici, c'est que je prépare ce livre-là en étant déjà recruté comme un jeune chercheur à l'Institut national d'éducation, que dirige Emmanuel Soundjok Soundjok. Et quand je finis de rédiger le livre, je le lui soumets. Et il me dit non, mais il faut présenter, c'est très intéressant, il faut le présenter à l'inspection générale de pédagogie. Et c'est donc comme ça que je vais rencontrer Henri Balambarga, qui est inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale. Apparemment, le livre plaît et il décide que ça doit être inscrit au programme dès la rentrée suivante. Mais il me dit, non, vous ne connaissez pas un grand maître qui puisse mettre son nom à côté de vôtre, vous êtes trop jeune et on ne vous connaît pas. Et il faut une caution. Je dis, mais la caution est déjà là, donc je vais revenir. Et donc je retourne vers mon maître, le professeur Emmanuel Soundjok Soundjok, qui accepte d'accompagner ce projet-là. Et on revoit donc ensemble tout l'appareil pédagogique qui était inscrit dans le livre. Et il accepte d'être co-auteur, co-signataire de cet ouvrage. C'est ça, les contes du Cameroun. J'avais 24 ans, 25 ans quand il a été publié. Quelques années plus tard, j'ai engagé une évaluation de l'ouvrage. Et j'ai pu faire l'évaluation avant de proposer une 2e édition de cet ouvrage en 1984. Si je peux me réjouir d'une publication, me semble-t-il, la seule qu'il faille retenir. Et donc après, évidemment, on sera sur d'autres terrains en tant que scientifique, en tant que jeune chercheur. On s'intéressera à publier des travaux sur les rapports entre les langues africaines et les langues d'emprunt,
n'est-ce pas, les langues coloniales, les transcriptions et les traductions des cultures africaines. J'ai travaillé sur l'Est Cameroun, où je suis devenu sur le terrain anthropologue de métier, parce qu'il fallait aller à la découverte de sociétés peu connues. On rencontre des hommes oubliés, chez qui on envoyait d'autres hommes en affectation disciplinaire. C'est pour ça que je tiens à souligner cela. Mais ils étaient Camerounais. Ils n'étaient pas connus. Ils étaient non seulement ignorés, mais minorés dans leur être. Cela va susciter mon intérêt et un intérêt accru pour leurs productions intellectuelles. Et c'est de là que sortira le maître ouvrage, enfin l'ouvrage qui sera ma thèse de doctorat d'État, parce que ce ne sera pas une thèse comme une autre. Je ne veux rien démontrer dans cette thèse-là, mais je décide à un moment de produire en première mondiale, si on peut dire, n'est-ce pas, la plus belle fresque littéraire jamais produite par l'esprit humain, à ma connaissance. Et pendant quelques 15 ans, j'ai travaillé sur le Mpomo. Vous connaissez ce livre? Vous n'avez jamais entendu parler du Mpomo? Peut-être qu'on en a une copie ici. Oui, il y en a une ici. Vous avez deviné, je suis pygmée. Autant vous le dire, moi je suis pygmée. Yeah, 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 yeah. Alors, vous avez le travail qui est sorti de cette recherche de plusieurs dizaines d'années, de cette immersion dans la tradition des peuples de la forêt de l'Est Cameroun, inconnus, où on disait qu'il ne peut rien sortir de bon de ces gens-là. Eh bien, c'est la plus grande épopée au monde, avec le Mahabharata des hindous. C'est elle que vous tenez entre les mains dans sa version française. Évidemment, j'ai également sorti produit la version en langue consimée. Une œuvre de dévoilement, n'est-ce pas, de la richesse et de la puissance de l'esprit humain chez des peuples minorés et inconnus. Je suis né sous un grand palais tuvier, mes dents ont aussitôt été taillées, pour mieux croquer du gibier boucané, car un pygmée c'est un grand carnassier. Chef de service de la coopération scientifique et technique, je crois que nous avons œuvré, contribué à donner une certaine impulsion à ce secteur-là pour la recherche scientifique et technique. Et puis après, on sera chargé d'études à ce qui sera le ministère de l'enseignement supérieur, de l'informatique et de la recherche scientifique. On sera chargé d'études. C'est l'époque où je serai essentiellement le logographe des ministres, n'est-ce pas? J'écrirai beaucoup de discours pour mes patrons. Et après, j'ai été, je crois, dans l'évolution, chef de division, directeur de la coopération encore. J'y reviendrai, la coopération scientifique et technique. Et c'est au moment où je suis à cette position haute-là que je me trouve confronté à la restructuration de la recherche agricole du Cameroun. De par les fonctions qui sont les miennes, j'ai pour mandat de négocier des accords, de suivre la mise en œuvre de ces accords-là, mais également de participer à la recherche de financement pour les instituts de recherche. Et c'est là que je tombe sur un énorme dossier. Les ajustements structurels étant là, le pays étant en difficulté, on a décidé qu'il faut restructurer la recherche agronomique du Cameroun. Vous savez, à l'époque, le Cameroun disposait de 2 instituts. L'Institut de recherche agronomique, l'Institut de la recherche agronomique, l'IRA,
et l'Institut de recherche zootechnique et vétérinaire, l'IRZV. La demande de partenaires financiers qu'on appelle pompeusement les bailleurs de fonds, n'est-ce pas, c'est que dans l'intérêt du Cameroun, il faut resserrer le dispositif. Il faut un seul institut parce que c'est moins coûteux. Il faut ramener les effectifs à un niveau gérable, pour limiter les pertes d'argent, de ressources financières, et pour plus d'efficacité, il faut se réorienter, se réajuster, parce que la recherche agronomique du Cameroun est surdimensionnée. Voilà les thèses de la Banque mondiale et du FMI. La recherche agronomique, nous l'avons prise en main à ce niveau-là. Et nous avons donc repensé tout un schéma en partant d'une planification à long terme de la recherche agricole. Nous avons élaboré avec le concours de l'ISNAR et de l'INRA français, non pas des institutions, mais des experts identifiés là-dedans, notamment M. Joseph Casas, qui était le meilleur spécialiste de l'époque à l'INRA pour la planification stratégique. Nous avons réalisé un plan national de développement à long terme de la recherche agricole du Cameroun. Ce document est publié, vous n'y avez peut-être pas eu accès. Je suis prêt à vous en donner une copie, mais sinon vous demandez à la FAO, on vous donnera. J'ai signé le document avec Casas. C'est la base. Où nous avons donc consulté les différents partenaires dans le secteur, qui soient d'abord des nationaux, pour dire quelle pouvait être la vision dans 10 ans pour la recherche et pour le développement de l'agriculture. Une fois ce plan adopté, l'équipe a été restreinte, sectorielle. Nous disons un plan à moyen terme, sur 5 ans. Nous avons réalisé ce plan. Et une fois le plan à moyen terme réalisé, publié par la FAO, sans aucun moyen nouveau, nous disons, on va donc transformer le plan à moyen terme en plan de mise en place de la recherche agricole du Cameroun. C'est ça qui va devenir le document de projet pour l'IRAD. La dernière réunion aura lieu, je crois, en 1995. Et cette réunion du 30 décembre 1995, c'est la réunion de la dernière chance, où il faut adopter le format, les statuts et défendre les notes de présentation et les arguments, les exposés de motifs. Nous l'avons fait. Et quand nous finissons la réunion, il est 18h, toute la journée, de 10h à 18h. Alors, j'ai mentionné M. Ndougahel, qui avait le dossier en tant que juriste. C'est le service de la réglementation, c'est eux qui mettent en forme. Et il me reçoit à son bureau, il me dit, vous savez, c'est vous-même qui avez porté cette affaire et vous la connaissez mieux que quiconque. Allez terminer la rédaction de votre texte, mais ramenez-le d'ici demain soir, parce que c'est urgent. Nous étions le 30, le 31, il a reçu son texte. Il a reçu les exposés de motifs et il m'a dit, c'est bon. Nous allons attendre le mois de mars, rien ne se passera. Rien ne se passera jusqu'à ce jour du 7 mars 1996, où le téléphone de ma secrétaire sonne et elle me dit, il y a telle personnalité qui veut vous parler. Et c'est le ministre René Ouona, de regrettée mémoire, qui m'interpelle et me dit, bon, mais écoutez, votre dossier là, où en est-il? Je dis, mais il est sur la table du secrétaire général de la présidence depuis le mois de janvier. Voilà comment les choses se sont passées. Et il me dit, bon, mais est-ce que vous avez une copie de votre dossier, de tout le dossier de l'IRAD? Je lui dis oui, ça peut se trouver.
Il me dit, je vous attends dans 1 heure ou plus tard à mon bureau. Nous sommes le 7. Je crois que c'était un trou de mémoire ou pas, c'était le jeudi, un jeudi. J'arrive au bureau du ministre Owona à la présidence de la République, les conseillers spéciaux. Il me dit, bon, mais exposez-moi, parlez-moi de ce dossier. Vous savez qu'il était en charge des questions économiques auprès du chef de l'État. Et je finis de faire mon exposé. Il me dit, bon, mais tout ça, je le savais déjà un peu. Maintenant, il faut que ce dossier sorte. Je dis, mais il est déjà... Il me dit, oubliez ça. Ce qui est sur la table du secrétaire général restera là-bas. Vous pouvez vérifier qui était secrétaire général de la présidence à cette époque-là. On se battait pour les postes, qui va être ci, qui va être ça. Je n'étais pas dans la bataille, évidemment, dans la course. Eh bien, il me dit, j'ai appris que vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique. Je dis, oui, je fais le traitement de texte, mais il me dit, bon, prenez la place de ma secrétaire. Faites une note au chef de l'État et vous signez votre note. C'est ce qui s'est fait. Donc, quelquefois, les gens racontent des histoires. Hein, le chef de l'État est léthargique, il fait dans l'inertie, il fait pas. Alors qu'il est entouré de collaborateurs qui ne lui donnent pas la pleine dimension du retour des attentes, ni du retour du travail fait pour que ce pays prospère. Eh bien, je me suis installé dans le bureau de M. René Owona, paix à son âme. J'ai rédigé en 3 paragraphes une note de synthèse. Il devait être 12h30. Il m'a dit, bon, tu ne bouges pas. Il a pris le dossier avec la copie du projet de décret. Je dis bien la copie, parce que l'original était parti depuis 3 mois. Il est monté avec ma note, les exposés de motifs dont j'avais copié, avec les mentions de la primature et tout le reste. Il a pris le dossier, il est monté. Il est revenu une demi-heure après, il m'a dit, tu peux partir. Et c'est comme ça donc que le chef de l'État a rendu public le décret. Ce nom, c'est moi qui l'ai choisi. IRAD, Institut de recherche agricole pour le développement. Le cerf de Tola vient, comme vous le dites, de rappeler au monde qu'il a été créé il y a 40 ans. Et il a été établi au Cameroun à la faveur des choix du gouvernement camerounais et de l'État du Cameroun. Établi au Cameroun comme institution prééminente pour la connaissance et la valorisation du patrimoine historique, culturel et linguistique des hommes et des femmes d'Afrique. Vous savez, j'aime à dire, reprenant cela, un philosophe européen célèbre, que l'homme n'est homme que par sa puissance de culture. Ce qui densifie cette prétention qui est celle de tous les humains, d'être à tout le moins différent des animaux ou supérieur à l'espèce animale tout court, c'est la culture, c'est la constitution des patrimoines, c'est la capacité d'assurer les transitions à partir de transmissions qui ne peuvent être que transmissions de valeurs reconnues comme telles et susceptibles d'être mises en partage. Parce qu'elles peuvent, puisqu'elles sont valeurs et qu'elles sont mises en partage, transcender le temps et les situations qui sont
conjoncturelles, qui quelquefois sont le domaine de la conjecture. Donc, la culture est l'essentiel. Et il y a 40 ans, des peuples, des gouvernements, des institutions, notamment l'OUA, l'UNESCO, ont œuvré en sorte que l'Afrique puisse disposer d'instruments qui soient des instruments pensés, conçus, formatés, gérés et portés par les Africains eux-mêmes au service de cette cause noble qu'est la dignité humaine pour l'homme africain. Rien n'est pire dans ce paysage-là que de se voir raconter son histoire par quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vous ignore par principe, qui vous dévalorise par calcul, et dont tout le rêve dans l'accomplissement de son propre destin est de vous humilier et de vous exclure de l'humanité. Rien n'est pire que de se voir raconter son histoire par cet homme-là. C'est ce qui est arrivé si souvent à l'Afrique. Or, les institutions comme le Cerdotola ont pour vocation de restituer à l'homme africain sa capacité de parole, son droit au rêve, son droit à l'erreur, mais surtout sa liberté de dire, de se dire tel qu'il est, tel qu'il se pense, tel qu'il se projette et comme il veut être en relation avec soi-même et avec les autres communautés humaines. Il faut dire à la jeunesse qu'il n'y a aucune prospérité à embrasser un océan en furie pour satisfaire une illusion. Par contre, il faut pouvoir développer des utopies et s'armer de patience, s'armer de courage, développer de la puissance pour rendre les utopies qu'on a pensées réalité à l'échelle et à la dimension de ses capacités. Parce qu'on s'accomplit toujours à une échelle et dans un certain nombre de capacités requises. Il faut donc que la jeunesse sache que nul n'est mieux ailleurs. L'herbe est toujours plus tendre dans le pré du voisin. Mais si on vous laissait le pré à gérer, vous vous apercevriez très vite que le pays de vos enfances, le pays que l'on quitte, restera toujours le plus beau. C'est à cultiver ce rêve que nous œuvrons au Cerdotola, à donner au monde actuel la plénitude de sa suffisance en tant que monde des humains. Parce qu'il n'y a pas un monde sans passé. Il n'y a pas d'humanité s'il n'y a pas des humanités qui portent l'humanité du jour. Or, les humanités sont inscrites dans la perspective historique. Il faut se raconter, il faut se redécouvrir. Et quand on se met donc sur ce chemin-là, à se découvrir, l'archéologie va dévoiler qu'en réalité, votre histoire, jeunes gens, notre histoire en tant qu'hommes et femmes d'Afrique, ne commence pas avec la traite négrière. Elle ne commence pas avec le colonialisme, expression la plus achevée de la barbarie. Elle ne s'achèvera pas, ni ne prospérera avec le néocolonialisme, qui est aliénation et, j'allais dire, expédition nouvelle de nos intelligences
de nos consciences dans l'exil d'autrui. Il faut se reprendre en main. Professeur, vous venez de célébrer les 40 ans de ce centre qu'est le Cerf de Tola. Globalement, la célébration, est-ce qu'elle s'est déroulée comme vous le souhaitez? Et est-ce que l'idée du village Ubuntu a prospéré? Le village Ubuntu, forcément, c'est une référence désormais. Je crois que ce qu'il était important, nous aurions pu prendre n'importe quel nom pour nommer notre village. Et nous avons choisi de nous inscrire au cœur de la problématisation de l'homme africain. L'homme africain, dont vous savez la philosophie, qui est une philosophie non pas d'individualisme exacerbé, mais d'affirmation de la personne dans la solidarité des personnes. Et c'est cela que veut dire Ubuntu, n'est-ce pas, dans les langues Xhosa d'Afrique du Sud. Et on a vu beaucoup d'hommes à cette célébration des 40 ans du Cerf de Tola, notamment des autorités traditionnelles, des personnalités emblématiques de nos traditions et de nos valeurs culturelles. Quel était l'objectif de ce déploiement? L'Afrique est l'Afrique, non pas du tracé des frontières héritées de la colonisation, mais l'Afrique de l'éternité des Afriques, c'est-à-dire des communautés africaines elles-mêmes. Puisque nous sommes, parce que nous sommes, ça veut dire que nous sommes des hommes des communautés. Et ces communautés-là ont des valeurs, ont développé des savoirs, ont développé des avoirs, ont développé de la puissance. Et ce qui fait que, ayant développé tout cela, ces hommes se sont mis dans une perspective de leur épanouissement et de leur être au monde. C'est cela que nous avons voulu montrer. Et qu'au-delà de ce qui aujourd'hui justifie qu'on prenne un visa pour aller d'une région à l'autre ou d'un espace à l'autre de l'Afrique, il y a l'Afrique des substrats identitaires. Il y a l'Afrique des communautés. Et c'est par l'Afrique des communautés que le destin de l'Afrique doit pouvoir reprendre le dessus dans les enjeux qui sont les enjeux de développement, les enjeux dits d'émergence ou de réémergence et les enjeux de renaissance. Donc, convoquer ici les représentants qui sont les dignes gardiens du patrimoine immémoriel de l'Afrique, c'est renouer ce que j'aime appeler la connectivité éternelle de l'Afrique. Et on l'a vu belle, on l'a vu tout en couleur, on l'a vu dans toute la pétulance de son existence. Et je crois que tout le monde a été heureux de voir cette image de l'Afrique plurielle mais une, multiculturelle mais surtout unie dans sa diversité, sans avoir besoin de recourir à des expédients qui lui seraient imposés ou à des atours qui lui auraient été collés de par les aléas des colonialismes ou des rencontres historiques. Professeur Charles Binam Bikoy, avant de nous séparer, une question en perspective. Quel est l'avenir, peut-être pour le Cerf de Tola? Si vous pouviez partager avec nous quelques perspectives, quelles sont-elles? Mais le Cerf de Tola est sur une rampe de lancement. Qu'est-ce que 40 ans sinon un moment de ressourcement, un nouveau départ? Nous n'avons pas dit adieu au Cerf de Tola. Nous avons ouvert les portes du Cerf de Tola pour que la pluralité y pénètre en abondance et que la prospérité se construise sur les bases des acquis de ces 40 dernières années. Je vois donc un Cerf de Tola des possibles, multiples et complexes, mais des possibles, de la complexité et de la multiplicité qui devraient concourir vers un seul objectif, l'accomplissement du destin de l'Afrique et de l'homme africain dans le monde. Votre message à la jeunesse camerounaise précisément, et je sais que vous me reprendriez, à la jeunesse africaine, quel legs vous lui faites maintenant en quelques mots avant de nous séparer? Qu'elle soit elle-même et qu'elle se remplisse et soit gorgée d'espérance pour elle-même
et pour l'Afrique. Professeur Charles Binam Bikoy, merci beaucoup d'avoir accepté de recevoir l'équipe de carrière ici pour partager votre trajectoire, mais surtout nous transmettre ces valeurs qui, nous l'espérons effectivement, porteront le Cameroun et l'Afrique là où ils doivent être, c'est-à-dire au sommet de l'humanité, des humanités, si je pouvais me permettre de vous reprendre. Merci beaucoup. Merci, professeur. Très, très bien. Merci.